Bonjour les sportifs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'entraînement et particulièrement du sujet de la planification. Donc la planification, c'est quoi? La planification, c'est l'art d'organiser son projet sportif. De mon point de vue, il faut dissocier planification et programmation. La planification, ce sont les plans d'architecte. C'est ce qui va permettre de construire la maison. La programmation, c'est la façon dont on va agencer et décorer l'intérieur de la maison. À retenir comme point clé pour une planification réussie, de mon point de vue, le plus important, c'est la flexibilité. Je le disais juste avant, on est tous différents les uns des autres, on a un quotidien, on a des problématiques en dehors du vélo. Si la planification elle n'est pas flexible, à un moment donné, le vélo et le reste de notre réalité vont se percuter et il va y avoir de la casse. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, dans les points clés, c'est la variation dans l'entraînement. C'est super important parce que finalement, ce qui permet de progresser, c'est de venir stimuler le corps. Le corps réagit à une stimulation donnée pour s'améliorer, progresser. Donc, si on stimule le corps toujours de la même façon, au bout d'un moment, il va s'habituer à cette stimulation et soit on va devenir le champion du monde de cette stimulation, soit le corps sera même plus capable de continuer, d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, des stimulations différentes, c'est le meilleur moyen de continuer de progresser et en plus de briser une certaine forme de routine qui pourrait mener à de la lassitude. Toujours pour une planification réussie, la régularité dans la progression, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. D'une saison à l'autre, on ne peut pas se permettre d'augmenter la charge de plus de 15%. De la même manière, d'une semaine à l'autre. Ça peut se faire, mais c'est compliqué d'augmenter la charge trop d'un coup. Disons, quand on le fait, il faut que ce soit cadré, contrôlé et que ce soit volontaire, que ce soit prévu. Une augmentation imprévue de charge, ça peut être problématique. Ensuite, pour une bonne planification, ce qu'il faut, c'est être spécifique, la spécificité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait se préparer pour un ou des objectifs. Partir des objectifs et aller à rebours pour planifier que justement l'entraînement colle aux objectifs et pas finalement faire de l'entraînement en espérant que les objectifs vont coller. La spécificité, c'est ça. Dernier point qui, je trouve, est le deuxième plus important après la flexibilité et qui la rejoint, c'est la récupération. Pour un sportif amateur, la récupération, c'est la clé. Clairement, si la récupération n'est pas bonne, à un moment donné, il va y avoir de la casse, encore une fois. Maintenant qu'on a jeté les bases de la planification, nous allons pouvoir parler de la première méthode de planification appelée planification linéaire. Cette méthode consiste à débuter son entraînement par du volume pour ensuite glisser vers les intensités tout en abaissant le volume. Gros intérêt de cette méthode de planification, de mon point de vue, c'est le moindre risque d'erreur. En effet, le fait de commencer par le volume et faible intensité, ça va permettre de créer une base, d'habituer le corps petit à petit aux sollicitations mécaniques et physiologiques. Donc, on respecte le principe de progressivité qui est un gage de sécurité dans l'entraînement et dans la préparation physique. Ce qui fait du coup de cette planification un modèle totalement adapté pour le débutant en cyclisme. Pour autant, c'est pas un modèle parfait, il a bien sûr des inconvénients. Moi, je trouve que le principal inconvénient de ce modèle, c'est du coup on fait le volume en début de saison. Début de saison en cyclisme, c'est souvent l'hiver. Donc ça veut dire faire des longues sorties en hiver. Quand les journées sont courtes, quand il fait froid, quand il y a des intempéries, de la neige, du verglas dans certaines régions. Alors c'est sûr, si vous habitez sur la Côte d'Azur, il n'y a pas trop de soucis. Même ici, dans les Pyrénées, on n'est pas trop à plaindre. Mais je trouve que c'est quand même pas l'idéal. Et le fait de commencer par le volume et d'aller vers les intensités, là pour le coup, on est plus spécifique. Si on veut faire du longue distance, typiquement de la cyclosportive. Là, c'est pas adapté puisqu'on va se rapprocher des objectifs en faisant de l'intensité, alors que les objectifs, dans ce cas-là, c'est plutôt des objectifs de foncier. Donc attention à comment on agence les choses. Autre inconvénient de cette méthodologie, c'est que finalement, ça va à l'inverse de la physiologie musculaire. En effet, en physiologie musculaire, ce qu'on sait, c'est que il est beaucoup plus facile
de transformer des fibres rapides en fibres lentes que l'inverse. Quand on a fait une coupure, comme c'est très souvent le cas, la coupure hivernale, on revient à l'entraînement, c'est le moment où on a le plus de fibres rapides parce que ça a été prouvé il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, quand on se sédentarise, on a tendance à transformer les fibres lentes en fibres rapides. Donc quand on revient de la coupure, c'est là où on a en théorie un maximum de fibres rapides disponibles. Donc on aurait tout intérêt à commencer par les intensités plutôt que commencer par le volume. Seconde méthode de planification qui est la méthode de planification dite inversée. Pourquoi inversée? Parce qu'on reprend la précédente et on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par les intensités pour se diriger vers le volume. Gros avantage de cette méthode, c'est que du coup les séances courtes et intenses se font l'hiver. Quand il fait froid, que les journées sont courtes, etc. etc. Qu'on peut aussi faire sur home trainer, parce que clairement, faire les entraînements fonciers sur home trainer, c'est pas top. Enfin, je trouve que c'est pas top. Il y en a qui arrivent, faire 2 heures, 3 heures sur home trainer, chapeau. Je pense que mentalement, même physiologiquement, en regard des pertes hydriques et des pertes minérales sur le long terme, c'est pas une très bonne idée de faire autant de home trainer. Et c'est un très bon outil le home trainer, mais ça peut pas remplacer la route en fait. Donc séance courte en hiver, ça c'est un gros point positif. Pour le coup là, on suit les principes de préparation physique et de physiologie musculaire puisqu'on commence par les intensités. Donc on va exploiter la fraîcheur due à la coupure hivernale, si on part toujours de cette coupure hivernale symbolique, et on va pouvoir venir exploiter justement ce maximum de fibres rapides pour venir les consolider, même si on va en perdre par la suite en faisant le foncier. Mais là pour le coup on se crée une bonne base de fibres rapides. Ça c'est quand même assez intéressant. Du coup, vu qu'on a fait les séances courtes en hiver, on se retrouve avec les séances longues plutôt au beau jour. Et c'est quand même chouette d'être sur son vélo pour de longues séances quand il fait beau. Donc je trouve ce modèle est assez intéressant pour ça. Bien sûr, comme le précédent, il a aussi ses inconvénients, notamment cette fois-ci le risque d'erreur. Clairement, si l'athlète ne se connaît pas bien, le risque de pousser trop la machine dès le départ, sans avoir justement les ressources nécessaires, que ce soit en marge mécanique ou en marge physiologique, pour encaisser les intensités, ça peut devenir risqué et on peut vite glisser dans de la sursollicitation, donc du surentraînement, cette notion de surentraînement. Ce qui fait de ce modèle un modèle qui n'est pas forcément très adapté à l'athlète débutant. Et comme la précédente, mais à l'inverse, cette fois-ci, ce modèle, il n'est pas spécifique pour préparer des objectifs plutôt courts et intenses. Donc voilà, c'est pas forcément le bon choix pour ceux qui vont aller faire des courses de fédération le week-end, typiquement. Autre modèle intéressant, le modèle ondulatoire. Ondulatoire parce que on alterne volume, intensité tout au long de la saison. Je trouve ce modèle intéressant parce que justement, il peut être adaptable. Déjà, on commence la saison par ce qu'on veut, volume ou intensité. Ce qui va être bien, c'est que ça va favoriser normalement la limitation du risque de surcharge, puisque assez rapidement, après avoir fait un cycle d'intensité, on va passer à un cycle où on va faire du volume, donc de plus faible intensité, qui va permettre de faire travailler les filières oxydatives, qui, elles, améliorent et favorisent l'assimilation des charges d'entraînement. Donc ça, c'est un gros point positif pour la progressivité justement tout au long de cette planification. Pour autant, cet avantage peut aussi devenir un inconvénient. En effet, faire de l'intensité suivie par du volume, si c'est de la grosse intensité et du gros volume, on se retrouve avec une grosse charge de travail totale dans tous les cas. Et là, oui, on va aller à la casse. Donc, modèle assez intéressant qui peut être adapté pour le débutant à la seule condition de rester raisonnable dans les intensités et dans le volume. Et de toujours suivre ce principe de progressivité où on n'augmente pas de plus de 15% d'un coup. 15%, c'est vraiment la valeur sûre. Vous pouvez faire 20, 25, bien sûr. Mais plus vous vous éloignez de cette limite de 15%, plus vous prenez un risque en fait de surcharge, donc de surentraînement. Ça, c'est vraiment une sorte de garde-fou finalement qui va permettre
de minorer encore une fois le risque d'erreur dans la planification. Dernier modèle de planification dont je veux vous parler, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est mon préféré, c'est le modèle de périodisation ou modèle par bloc. Ce modèle consiste justement à travailler par des blocs de travail, par des périodes de travail calées en fonction des objectifs. Pourquoi c'est mon préféré ? Parce que c'est le plus compliqué, bien entendu. Non, surtout parce que c'est celui qui va permettre le plus de spécificité justement par rapport aux objectifs, puisqu'on va vraiment pouvoir caler ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Bien sûr, pour faire ça, ça nécessite quand même une bonne base de connaissances en sciences de l'entraînement. Donc clairement, c'est pas le modèle adapté pour débuter. Je dirais qu'il faut quand même quelques années de pratique pour pouvoir se permettre de se lancer dedans, surtout si on veut le faire en autonomie. Très souvent, c'est le modèle qu'utilisent les entraîneurs. Tous les entraîneurs et les coachs utilisent ce genre de modèle, même pour un débutant. Quand c'est suivi, c'est pas forcément un souci. Par contre, le faire en autonomie, je trouve que c'est risqué. Ce modèle, c'est vraiment celui qui va permettre de progresser le plus, de mon point de vue, justement parce que c'est celui qui va avoir la meilleure possibilité d'être spécifique, la meilleure possibilité d'être dans la progressivité. Si on sait bien calibrer les choses, il va être flexible, mine de rien, au long de la saison, puisqu'on peut justement switcher un peu les blocs comme on veut, à condition aussi de switcher les objectifs par moment. Si on part avec 2 objectifs donnés, on peut pas se permettre de switcher tous les 15 jours, ça non. Mais c'est beaucoup plus malléable. En tout cas, donc c'est aussi pour ça que les entraîneurs retiennent celui-ci, parce qu'on sait très bien que dans une saison, il y a toujours des aléas et qu'il faut toujours réajuster la planification. Du coup, avec ce modèle-là, mais on peut se permettre de le faire plus simplement qu'avec un modèle où on est dans du volume, Il n'y a pas grand-chose à faire à part diminuer le volume, mais on va pas remplacer le volume forcément par autre chose. Donc vraiment bien ce modèle. Autre inconvénient peut-être, encore une fois, mais bon, si on l'exclut pour le débutant dans sa pratique, c'est, je trouve, un modèle qui nécessite clairement d'avoir du matériel et notamment un capteur de puissance. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, très sincèrement, ça me paraît compliqué. Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas l'intention de vous donner un modèle de planification prêt à imprimer et à aller consommer. C'est pas mon objectif. L'idée, comme je vous le disais, c'est de vous donner les billes pour pouvoir être autonome en diminuant un maximum le risque de faire des erreurs. On va juste faire une petite parenthèse dessus, c'est la récupération. Clairement, la récupération, je disais que c'était le plus important, j'en ai pas parlé certes, mais ça reste un des plus importants. Quand on travaille, quand on débute, en gros, sur 4 semaines, on doit faire 3 semaines de travail, 1 semaine de décharge, donc de récupération active. Cette semaine de récupération, elle est super importante. Elle fait partie des 4 semaines de travail. Si vous ne l'avez pas, vous plantez le cycle. Donc, 3 semaines de charge, 1 semaine de décharge. Quand on a un peu plus d'expérience, on peut se permettre de bosser sur 5 semaines de charge, 1 semaine de décharge. Là encore, il faut bien s'écouter, il faut faire attention. Gros avantage de bosser sur 5 semaines plus 1 semaine de décharge, c'est que on gagne du temps parce que là, on peut se permettre de faire une thématique. A priori, on l'a plutôt bien assimilé. Quand on travaille sur 3 semaines plus 1 semaine de décharge, en général, il faut doubler pour assimiler une thématique. Donc, si on se fait un cycle de PMA, en gros, on fait la semaine de décharge et on repart sur un cycle de PMA. Donc, il nous faut du coup 8 semaines pour une thématique, là où on peut le faire tenir en 6 semaines avec l'autre modèle. Je saurais pas dire ce qu'est le mieux, je pense... Encore une fois, il faut prendre le bon et le moins bon. À certains moments de la saison, j'utilise le modèle sur 6 semaines. À d'autres moments, j'utilise le modèle sur 4 semaines, que je vais doubler ou pas en fonction de ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, ce qu'il faut, c'est s'écouter et surveiller. Surveiller parce qu'il n'y a rien de pire que de rentrer dans le surentraînement. Surentraînement, c'est pas 1 semaine de perdu. C'est 6 mois, 1 an de perdu. Ça, faut bien le garder en tête. Donc, attention à ça. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo juste sur la planification pour vraiment être pointu là-dessus.
et on verra la programmation par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez également me suivre sur Strava pour voir comment j'applique justement ces différents conseils que je viens de vous donner. Pour en savoir plus sur ce qu'on fait, vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet pyrénéecyclisme.com. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.